Présent un député nouvellement élu, c'est Raphaël Glucksmann, essayiste, philosophe très médiatisé. Il a mené une liste réunissant plusieurs partis de gauche en France, dont notamment le Parti socialiste. Et Esmeralda Labi, vous l'avez rencontré et vous lui avez demandé... Je lui ai demandé, Paul, s'il était heureux. C'est important dans la vie d'être heureux. Et la question, on lui a posée évidemment dans l'hémicycle, parce que c'est là qu'on a réalisé de l'interview. Et puis c'est là aussi qu'il va travailler. Alors je vous invite à regarder sa réponse. Quand je lui ai dit « Est-ce que vous êtes heureux ?», il a d'abord eu un grand soupir et puis une grande respiration, un peu comme s'il voulait humer ce nouvel air où il allait travailler. Alors je suppose qu'il n'y a quand même pas que cette expression non verbale et qu'il a répondu à votre question. On l'écoute. Très heureux et très ému aussi, et une forme de sens des responsabilités et du devoir, parce que ce qu'on voit derrière moi, c'est le cœur battant de la démocratie européenne. Alors on sait tous que l'Europe est incomplète, qu'elle a plein de tares, plein de manques, que la puissance des lobbies, des natures, souvent le débat public européen, on sait tous qu'il y a une forme de désaffection pour l'Europe. Mais en réalité, quand on sait qu'on commémore les 75 ans du débarquement et qu'on voit cette enceinte, on mesure le chemin parcouru. C'est absolument génial. Vous avez là des gens de toutes les nationalités membres de l'Union européenne qui débattent et qui font de la politique, qui s'engueulent, qui se disputent, mais qui ont réalisé le rêve de Victor Hugo et des ancêtres fondateurs, poètes de l'Union européenne. Donc c'est un vrai moment d'émotion en fait. Oui, mais vous, à la base, vous êtes philosophe, essayiste, réalisateur. Quelle mouche vous a piqué? Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? Moi, je ne me voyais pas. En fait, ça aurait été plus facile, c'est sûr, de rester sur mon Aventin et de commenter la médiocrité de la gauche, la médiocrité de la social-démocratie, la médiocrité de la démocratie dans son ensemble. Mais je ne me voyais pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, mes mots, à mes propres oreilles, auraient sonné vides, creux. Je ne me voyais pas devenir le Finkielkraut de la gauche qui déprimait de plus en plus en commentant la médiocrité des autres. Donc il y a besoin de s'engager. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de frontière entre le monde politique et le reste de la société. Tout le monde doit faire de la politique. C'est un moment de crise, et dans les moments de crise, je pense que l'investissement doit être commun à tous. Et je crois aussi, d'ailleurs, que les carrières politiques de 50 ans, comme on les connaissait avant, c'est fini. C'est-à-dire que les gens, ils doivent s'engager sur une mission, sur un mandat, et ensuite, pas considérer la politique comme un métier. Mais justement, la société civile, au cours de la campagne, elle a quand même envoyé un message très fort. C'est elle qui a imposé le thème du climat. Ça, c'est quand même inédit. Alors, cette société civile, on va l'écouter. Il faut écouter la rue, il faut écouter les jeunes pour le climat. Sur le climat, c'est incroyable. On vit à une époque complètement folle où, en réalité, les hommes mûrs en costard-cravate qui négocient les accords de libre-échange qui détruisent la planète et sabotent les droits sociaux, ces gens-là ne sont pas sérieux, contrairement à leur ère. Et les jeunes de 20 ans ou 15 ans même qui descendent dans les rues à un âge où on est censé ne rien prendre au sérieux, ces jeunes-là sont sérieux. Et c'est pour ça qu'il faut casser en fait les vieilles structures, casser les vieilles carrières, parce qu'en fait la politique institutionnelle n'a pas su prendre en compte cet horizon tragique, n'a pas su se métamorphoser au contact de ce nouveau récit qu'est l'écologie politique. Et donc il faut, c'est le défi de cette mandature, et c'est le défi de notre génération en général d'ailleurs, c'est traduire cela politiquement. Ça veut dire faire de l'écologie un projet qui ne soit pas simplement un projet d'environnement, mais un projet de refondation de la société, de refondation de la justice sociale, de refondation de la légitimité de nos États même. Les gens, ils payent des impôts, mais de moins en moins ils consentent à l'impôt parce qu'en fait, ils ne comprennent même plus le sens du collectif, même plus le sens du service public, de la puissance publique. Et l'écologie, elle peut redonner du sens à ces vieilles institutions qui semblent sans sens ni orientation claire dans la tête des gens aujourd'hui. C'est peut-être pas gagné. Rien n'est jamais gagné, mais c'est pas perdu non plus. Vous avez vu les résultats des dernières élections. Il y a quand même une vague sur ce continent. Il y a une forme d'appel des peuples à ce qu'on prenne enfin en compte cette question et qu'on la place au cœur du débat public. Et donc, je crois que tous les partis politiques ont compris, en tout cas par exemple si vous prenez la social-démocratie, qui était de tradition productiviste, il y a une forme de compréhension que si on ne prend pas en compte, si on ne met pas au cœur de nos préoccupations ce défi climatique, ce défi écologique, on mourra politiquement, avant de mourir en réalité. Et donc, il y a un moment comme ça à saisir. Et il ne faut pas que les négociations de chapelle politique ou d'écurie politique empêchent de saisir cet instant.
Alors, vous parliez d'institutionnel, justement, en ce moment, on parle déjà de marchandage, de tractation, pour avoir le nom du président de la Commission, le nom du président du Parlement européen. Est-ce que ça, c'est réellement important ou est-ce que ça passe au-dessus de la tête de cette société civile et des gens de la rue? C'est important parce que c'est sûr que si vous mettez le ministre des Finances d'un paradis fiscal comme le Luxembourg à la tête de la Commission européenne, M. Juncker en l'occurrence, pour la précédente mandature, ça ne va pas faciliter l'incarnation d'un projet social, écolo et responsable et juste pour l'Europe. Donc bien sûr, le choix de la personne est important, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est quel mandat, quel programme, quel projet. Quel pouvoir aussi. Et quel pouvoir, bien sûr. Et quel pouvoir pour cette enceinte. Parce qu'on est dans un moment comme ça, pour moi, d'émotion, de découvrir ce que c'est que cette démocratie Babel, qu'est le Parlement européen. Mais la vérité, c'est que c'est un Parlement croupion, qui n'a pas assez de pouvoir, qui n'a même pas la capacité d'avoir l'initiative législative, qui ne peut pas discuter de l'impôt, qui ne peut pas discuter de lever un impôt, alors que c'est le sens même d'un Parlement dans l'histoire européenne. Les parlements se sont créés pour justement lever l'impôt et avoir une légitimité à lever l'impôt. Bien donc, il y a plein de combats là qui sont devant nous pour étendre les pouvoirs des institutions démocratiques européennes. Et la question climatique, elle est directement connectée à ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois bien, on nous explique, en gros, que si vous économisez de l'eau sous votre douche ou en vous lavant les dents, si vous faites le tri sélectif, eh ben, vous luttez contre le dérèglement climatique et contre la crise écologique. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ça suppose des décisions politiques, d'institutions politiques. Vous savez, simplement, si les 5 plus grandes compagnies pétrolières du monde respectent leur propre cahier des charges, ce qu'ils ont annoncé comme extraction, eh bien, vous pouvez dire adieu aux accords de Paris. Et donc, pour les débrancher, pour les obliger à changer, ben, il va falloir des décisions politiques, des institutions politiques. Donc la question climatique, elle appelle directement la question démocratique et la question de la prise de décision politique. Et c'est ça l'enjeu des 5 prochaines années, pour moi, c'est l'enjeu central. Eh bien, monsieur le député, bon combat alors et bon travail. Merci beaucoup.